Peut-être que si vous passiez moins de temps à vous coiffer, capitaine, vous proposeriez un plan qui vaille la peine d'être écouté. » La salle de guerre tomba dans un lourd silence. Le capitaine Helena Moore ne scia pas. Ses mains étaient toujours croisées sur le rebord de la table, son regard fixe et perçant. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissura. Non par faiblesse, mais à cause de l'écho trop familier du mépris. Elle jeta un regard à l'homme qui avait parlé, le commandant Dawson, flanqué de 2 lieutenants qui ne prenaient pas la peine de cacher leur sourire narquois. Pour eux, elle n'était qu'une décoration, une case à cocher sur un protocole, une inclusion symbolique dans une pièce bâtie sur la testostérone et la tradition. Et malgré ses états de service, 8 ans de renseignements sur le terrain, 2 sauvetages à haut risque et une citation qui avait fait la une des journaux nationaux, il la regardait comme si elle était transparente. Le général Harlow, assis en bout de table, s'éclaircit la gorge. « Restons concentrés. Nous sommes ici pour trouver des solutions. Capitaine Moore, vous disiez ?» Helena savait que le mal était fait. Une sape publique comme celle-là ne s'effaçait pas. Pas ici. Pas dans une pièce remplie de loups. Pourtant, elle hocha la tête une fois et tapota sa tablette, affichant l'imagerie satellite sur l'écran. Le village de Sarakam, terrain de jungle profonde, point d'entrée étroit et un bastion insurgé confirmé. Le bataillon stationné à proximité était encerclé, à court de ravitaillement, et pire encore, coupé du soutien des drones en raison du brouillage ennemi. « Nous avons essayé de forcer le flanc est, » dit-elle d'une voix calme. « C'est prévisible, ils y sont fortifiés, mais ils ne surveillent pas la rivière. C'est risqué, oui, mais ils supposent que nous n'essaierons pas avec de l'équipement lourd. Nous n'en utiliserons pas. Nous agirons en silence. Petites escouades, opérations de nuit. Précision, pas puissance. » Le commandant Dawson eut un rire bas et théâtral. « Une incursion par la rivière, c'est du suicide. Vous jouez des vies sur une intuition. »« Ce n'est pas une intuition, » répliqua Helena. « C'est de la reconnaissance de schémas. Ils sont routiniers. Nos renseignements le confirment. » La reconnaissance de schémas n'est pas un plan. C'est de la conjecture. Des murmures parcoururent la pièce. Harlow ne dit rien. Helena sentit la brûlure familière de la fureur s'enrouler sous ses côtes. Mais elle savait qu'il ne fallait pas la combattre avec la rage. C'est ce qu'ils attendaient. De l'émotion, de la fragilité, tout pour confirmer leurs préjugés. Alors elle prit une profonde inspiration, ferma le dossier et fit un bref signe de tête. « Notez, commandant !» Quand la réunion prit fin, les autres sortirent en bavardant nonchalamment, avec l'assurance de ceux dont les bottes ont foulé le terrain. Helena resta, seule, à fixer la carte jusqu'à ce que la pièce se vide. Elle ne fut pas surprise que personne ne soit resté. Le leadership, malgré tous ses slogans, était une affaire solitaire. De retour à la caserne, elle s'entraîna plus durement que d'habitude. Le son de ses poings contre le sac de frappe était sa seule réponse à l'insulte. Son second, le sergent Lena Harris, se tenait à proximité, silencieuse mais attentive. Elle avait accompagné Helena lors de déploiements dans des déserts arides et des avant-postes gelés. Et elle connaissait ce regard dans les yeux de son capitaine. « Ils ne vous laisseront pas gagner, n'est-ce pas ?» demanda doucement Harris. « Non, » dit Helena, la sueur perlant sur son front. « Alors je devrais faire en sorte qu'ils ne puissent pas le nier. » Cette nuit-là, elle veilla seule dans ses quartiers, épluchant les journaux de bord des drones, les transmissions interceptées et les données thermiques. Son plan n'était pas seulement solide, il était chirurgical. Mais la logique ne suffisait pas dans un monde qui prisait l'ego plus que la précision. Elle devait avoir raison et être indéniable. 2 jours plus tard, l'opération commença, mais pas le plan de la rivière. Dawson avait imposé un assaut frontal, artillerie lourde, choc et effroi. Et en quelques heures, les pires rapports commencèrent à affluer. La moitié des unités clouées au sol, l'autre moitié dispersée. Silence radio. Soldats blessés et piégés. Helena se tenait à l'entrée de la tente de commandement, attendant que Harlow pose la question qu'elle savait imminente. Il se tourna vers elle, le regard sombre.
Vous croyez toujours en cette route par la rivière ?» Elle hocha la tête une fois. Il lui tendit les coordonnées et le poids du commandement. « Vous avez 12 heures. » 12 heures. C'est ce que le général Harlow lui avait donné. 12 heures pour accomplir ce que Dawson n'avait pas réussi en 2 jours, avec 2 fois plus de puissance de feu et 2 fois moins de prudence. Le capitaine Helena Moore ne perdit pas une seconde. De retour dans sa tente, elle déroula ses cartes topographiques tandis que le sergent Harris et une équipe triée sur le volet se rassemblaient autour d'elle. Ce n'étaient pas seulement des soldats, c'étaient des fidèles. Ils croyaient en elle, non pas à cause de son grade, mais parce qu'elle les avait sortis du feu à de nombreuses reprises quand d'autres hésitaient. « Nous allons opérer en silence », commença Helena en traçant une ligne le long de la rivière sur la carte. Insertion à la tombée de la nuit. Kayaks, sans moteur. Nous éviterons les points de contrôle principaux et arriverons par derrière la crête nord. C'est leur point faible. Les renseignements indiquent que leurs tours de brouillage ne sont pas orientés dans cette direction. Un des caporaux, Reyes, fronça les sourcils. Ne vont-ils pas nous entendre arriver? Pas si. Nous nous en tenons à la lisière de la végétation. Restez à couvert. Pas de lumière. Pas de communication. Et s'ils nous repèrent, alors nous improviserons, dit-elle d'un ton sec, et nous gagnerons. Ils partirent de juste après le coucher du soleil. Les kayaks glissèrent dans l'eau boueuse comme des ombres. La rivière sentait la décomposition et la vie, épaisse de roseaux, avec des branches comme des doigts squelettiques tendus pour les agripper. Helena menait la marche, chaque muscle en alerte, les oreilles à l'affût de la symphonie de la jungle, faite de grenouilles, d'insectes et de tirs lointains. Elle se souvint de ce que Dawson avait dit dans la salle de guerre. Peut-être que si vous passiez moins de temps à vous coiffer, ce n'était pas juste une pique facile, c'était un message. Votre place n'est pas ici. Mais alors que le courant les poussait vers l'avant, elle sut exactement où était sa place. Ici, dans le silence, menant avec précision pendant que d'autres se noyaient dans le bruit. À 3 heures, ils atteignirent la crête d'extraction. Pas de tir, pas de chien. Les renseignements tenaient bon. Harris lui fit un signe de tête bref et l'équipe se sépara en 2 flancs, progressant à travers les sous-bois vers la balise de signalisation de l'unité abattue. Le premier sauvetage fut presque chirurgical. 6 soldats terrés dans une grange effondrée, 2 blessés, un inconscient. Helena évalua la situation, dirigea le triage et coordonna leur retraite silencieuse pendant que Reyes improvisait un traîneau. Le deuxième groupe était plus loin, plus près des lignes ennemies. C'est à ce moment-là que tout commença à déraper. Un craquement de brindilles sous un pied, une fusée éclairante dans le ciel. Et puis des tirs. La jungle explosa dans le chaos. Les balles pleuvaient à travers les arbres. Helena se jeta derrière une bûche tombée, tirant par courtes rafales, son esprit recalculant déjà la situation. Harris criait des coordonnées. Quelqu'un hurla. « Reyes !» touché à la jambe. Elle n'hésite pas. Elle le traîna à l'abri, riposta et aboya des ordres pour des fumigènes. Le brouillard vert fusa et s'épanouit autour d'eux, masquant leur retraite. Un soldat blessé sur chaque épaule, Helena mena la reptation vers la rivière. La fusillade ne cessa pas. Mais elle non plus. À l'aube, ils étaient en de retour sur l'eau, ensanglantés, épuisés, vivants. 12 heures. 10 sauvés. 1 mort. Personne laissé derrière. À la base, le silence était différent, non pas moqueur, révérencieux. Elle traversa la tente médicale, vérifiant chaque nom sur le presse-papier. Harlow attendait dehors. Son visage disait tout. Pas de la fierté, du respect. Il lui tendit une tablette de données. Accréditation totale, vos méthodes, votre équipe, autorité directe. Helena la prit, mais ne la regarda pas tout de suite. Dawson? Suspendu en attente d'une enquête, dit Harlow à voix basse. Il a regardé l'enregistrement. Il a vu qui a pris la décision qui a sauvé ses hommes. Elle hocha la tête une fois. La victoire ne ressemblait pas à un feu d'artifice. C'était quelque chose de plus serré, de plus calme. Une respiration retenue trop longtemps. Plus tard dans la nuit, en passant devant la même salle de guerre qui s'était moquée d'elle, elle vit son plan.
son plan à elle, projeté sur l'écran. Personne ne riait maintenant. Le capitaine Helena Moore était assise seule sur les marches de la caserne, les coudes sur les genoux, les yeux fixés sur l'horizon, où le soleil saignait sur la canopée de la jungle, comme une lente blessure. L'opération de la rivière était terminée, les blessés se remettaient, et le commandement avait officiellement salué ses actions. La transcription du débriefing incluait des mots comme « héroïque »,« innovant » et « vital ». Mais aucun de ces mots ne guérissait la contusion invisible en elle. Harris la rejoignit, s'asseyant avec une tasse en fer blanc de café noir. « Ils appellent ça le miracle de la crête 12, dit-elle avec un demi-sourire. Je suppose que ça fait de vous la faiseuse de miracles. Helena expira par le nez. J'ai plus l'impression d'avoir fait le ménage. Ça sent encore la fumée. Elle n'avait pas dormi correctement depuis son retour. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait le sifflement des grenades fumigènes et le bruit sourd et humide de Reyes tombant derrière elle. Un mort. Elle ne l'avait pas oublié. Elle ne l'oublierait jamais. Et c'était un poids qu'aucune médaille ne pouvait alléger. Cet après-midi-là, elle retourna à la salle de guerre. Non pour se vanter, mais pour planifier. Les ordres avaient changé. Son équipe était désormais en première ligne opérationnelle, avec le commandement direct des protocoles d'infiltration à l'Est. La table où elle avait été autrefois raillée était maintenant la sienne. Le commandant Dawson était parti, réaffecté en attente d'une enquête. Les murs résonnaient encore de ses derniers mots avant de partir. « Profitez de votre moment, capitaine. La guerre ne se gagne pas avec des cascades sur la rivière. » Il avait tort, bien sûr, mais ce n'était pas la question. Le fait était que même maintenant, certains ne pouvaient toujours pas croire qu'elle avait mérité sa place. Ils la voyaient comme une exception, pas comme la norme. Même certains des jeunes officiers qui la saluaient maintenant le faisaient avec une pointe d'hésitation, comme s'ils essayaient de calculer si son succès était un coup de chance ou s'ils avaient simplement été aveugles. Cela la rongeait, non par orgueil, mais pour toutes les autres femmes qui viendraient après elle. Chaque soldat compétent, mais sans projecteur. Chaque voix ignorée jusqu'à ce que le feu se déclare. Un soir, elle se tenait devant son escouade, un presse-papier à la main détaillant la prochaine mission, une manœuvre en tenaille coordonnée sur une cache d'armes présumée. Alors qu'elle passait en revue les variables du terrain, un jeune soldat leva la main. « Capitaine, avez-vous vraiment traîné 2 hommes hors du feu ennemi toute seule ?» Helena cligna des yeux. « Oui, dit-elle d'un ton neutre. »« Putain, murmura le soldat, on aurait dit une légende. »« Ce n'était pas une légende, répliqua-t-elle. C'était une mauvaise planification et de vraies conséquences. Ne romantisez pas la survie. Apprenez-en. » Silence. Puis, une par une, les têtes hochèrent. Quelque chose changea dans la pièce. Le respect, non plus contraint, mais gagné, enraciné. Cette nuit-là, Harris la trouva dans la tente d'équipement, revérifiant les armes. « Vous savez, il y a quelque chose de poétique là-dedans, » dit-elle. « Dans quoi ? Qu'il n'ait écouté que lorsque des vies étaient en jeu, qu'il ait fallu le chaos pour y voir clair. » Helena secoua la tête. « Ce n'est pas poétique. C'est un problème. Alors peut-être que vous êtes la solution. » Ces mots restèrent avec elle longtemps après le départ de Harris. Non pas parce qu'il la flattait, mais parce qu'il la terrifiait. Être la solution signifiait être vu, scruté, et oui, ciblé. Mais cela signifiait aussi montrer l'exemple, et peut-être, juste peut-être, changer l'histoire. Alors, le lendemain matin, elle se tint devant l'ensemble du commandement interarmé lors du briefing stratégique, et fit ce que personne n'avait fait pour elle. Elle donna la parole à la voix la plus jeune de la pièce. Un caporal avec un accent, des mains nerveuses et de brillantes idées de reconnaissance. Elle le laissa parler. Elle le laissa être entendu. Et après cela, elle continua de le faire, encore et encore. Non seulement commander, mais corriger. Parce que sa victoire ne consistait pas seulement à prouver que Dawson avait tort. Il s'agissait de s'assurer que plus personne comme lui ne pourrait s'asseoir dans cette pièce et penser que le silence signifiait le consentement.
La salle de briefing semblait plus froide maintenant. Le capitaine Helena Moore s'était habitué au regard posé sur elle. Mais c'était différent. Pas le doute. Pas le mépris. La surveillance. Une partie de la vieille garde était revenue avec des questions. Pas ouvertement hostiles, mais tournant tranquillement autour d'elle, attendant qu'elle trébuche. Après 3 opérations réussies en 2 semaines, 2 extractions et le démantèlement d'une chaîne d'approvisionnement, son unité était devenue le fer de lance non officiel des patrouilles de l'Est. Les victoires s'accumulaient, la surveillance aussi. Les chuchotements commencèrent. « Elle est imprudente. » Trop émotive sous la pression. Chanceuse, pas stratège. Ce n'était pas Dawson cette fois. C'était plus silencieux, plus dangereux. Le genre de sabotage, qui porte un visage différent en public et en privé. Puis vint l'enquête. Langage officiel. Violation de protocole sous feu hostile. Cause officieuse. Helena avait choisi d'extraire 2 civils blessés, retardant le retour de l'équipe de 17 minutes. Un risque calculé, un risque qu'elle assumait. Mais le comité d'enquête voulait du sang, non pas à cause de l'acte, mais à cause de la personne qui avait pris la décision, parce qu'elle n'était plus ignorable. Le général Harlow la convoqua. Elle se tenait dans son bureau, le dos droit, les poings serrés le long du corps. « Est-ce que ça en valait la peine ?» demanda-t-il doucement. « Oui, mon général. Vous avez mis l'unité en danger. J'ai sauvé des vies. Vous avez désobéi à un ordre de retour immédiat. Je l'ai amendé sur le terrain avec une pleine conscience de la situation. » Il la regarda longuement, puis il soupira. « Ils vont s'attaquer à votre dossier. » Elle ne broncha pas. Qu'ils le fassent. Mais elle n'était pas invincible. Cette nuit-là, de retour dans ses quartiers, Helena fixa la vieille photo glissée dans son journal de bord. Une version plus jeune d'elle-même, flanquée de 2 soldats, tous 2 disparus maintenant. L'un à la guerre, l'autre par suicide. Des frères d'armes, des fantômes dans sa mémoire. Ils avaient cru en elle avant qu'elle ne croie en elle-même. Et elle ne pouvait oublier combien de fois elle avait failli tout abandonner. Avant Sarakam, avant la salle de guerre, quand chaque pièce où elle entrait avait été conçue pour la maintenir petite. Harris frappa une fois avant d'entrer. Elle tenait un dossier et avait cet orage familier dans les yeux. « Ça ne va pas vous plaire. » C'était une note de service, circulant parmi le haut commandement, non officielle, mais puissante. Une note d'information anonyme suggérant qu'elle était émotionnellement compromise avec de subtiles insinuations d'instabilité. Pas de nom, juste des ombres. Helena la lut 2 fois, puis referma le dossier. « Je veux que la prochaine opération soit réassignée, » dit-elle. « Quoi ? Non, absolument pas. Ils veulent que je craque. Donnons-leur le silence. Puis des résultats. Capitaine, je ne me retire pas, je me mets sur la touche. Laissez-les penser que je cède. » Elle n'abandonnait pas, elle tendait un piège. 3 jours plus tard, une patrouille de routine menée par un autre officier ne parvint pas à intercepter une livraison d'armes qu'Helena avait signalée plusieurs jours auparavant. Ses prédictions avaient été ignorées. Les conséquences furent rapides, 2 blessés, une route perdue. Et cette fois, il n'y eut plus de notes anonymes. Le commandement vint à elle. Ils lui confièrent la prochaine opération, sans débat. Pas de discussion en salle de guerre, pas de vote public. Juste l'autorité, enfin accordée là où elle était due. Mais même la victoire venait avec une ombre. Le caporal qui s'était exprimé des semaines plus tôt, Diaz, fut réaffecté sans préavis. Ses idées mises au placard. Sa voix réduite au silence. Helena fixa les ordres et vit le schéma. Il ne s'agissait pas que d'elle. Ça n'avait jamais été le cas. Le système n'écoutait que lorsqu'il avait peur. Alors, elle commença à écrire des rapports, des journaux de bord, des données de terrain recoupées. Pas pour une promotion, pour des preuves. Chaque succès, chaque décision, chaque chuchotement transformé en encre. Parce que les histoires sont plus fortes que la calomnie quand elles sont écrites, avec du sang et de l'encre. Parce que s'il voulait l'effacer, elle se rendrait
inoubliable. La salle de guerre était à nouveau pleine. Pas de rire, pas de doute, mais d'anticipation. Le capitaine Helena Moore se tenait au centre, n'étant plus l'ombre au bout de la table. Autour d'elle, les mêmes officiers supérieurs qui la remettaient en question autrefois se penchaient maintenant pour l'écouter. Des graphiques étaient projetés derrière elle. Positions ennemies, schémas de terrain, simulation de réponse sur le terrain. Sa voix était stable, mesurée et froide. Il ne s'agit pas de force. Il s'agit de timing, dit-elle en appuyant sur une touche pour mettre en évidence un couloir de ravitaillement vulnérable. Ils se sont déplacés vers l'ouest, pensant que nous réagissons encore à leur feinte. Mais leur vraie faiblesse n'est pas là où ils se sont déplacés, c'est ce qu'ils ont laissé derrière eux. Le plan était simple dans son génie, une attaque en tenaille inversée, utilisant la retraite comme appât. Cela exigeait de la confiance, de la précision, et un niveau de coordination que la plupart des commandants n'oseraient pas tenter sans des semaines de préparation. Ils avaient 48 heures. Alors que la pièce absorbait sa proposition, une voix du fond de la salle intervint. Le colonel Wexler, nouveau au commandement, assez vieux pour porter la poussière de l'héritage sur ses bottes. « Capitaine, pardonnez ma franchise, mais ne pensez-vous pas que c'est un peu ambitieux pour quelqu'un qui fait toujours l'objet d'une enquête non officielle ?» La voilà, l'épreuve finale. Helena le regarda, non pas avec colère, mais avec une clarté glaciale. « Si j'étais un homme, diriez-vous ambitieux ou stratégique ?» Il ne répondit pas. Elle laissa le silence s'étirer, sans excuse, tranchant comme une lame. Le général Harlow le rompit. « Nous suivons son plan. » La pièce s'anima. Les ordres furent rédigés, les unités mobilisées. Et Helena resta impassible alors que sa position centrale était enfin assurée. L'opération se déroula comme un coup de tonnerre. Un retrait fin vers le sud déclencha une poussée prématurée de l'ennemi. Les insurgés s'étirèrent trop, révélant leurs flancs non protégés. L'équipe d'Helena, maintenant aguerrie, loyale et éprouvée post-Bauben, combat, frappa à la faveur de la nuit, utilisant des signaux leurres et une coordination en cellules divisées. À l'aube, la ligne de ravitaillement était coupée. À midi, le poste de commandement ennemi était tombé. Pas un seul soldat perdu. Helena parcourut le site capturé, ses bottes crissant sur les débris. Elle ramassa une carte ennemie déchirée, reconnaissant les marques grossières qui correspondaient à ces données interceptées. C'était une validation, mais pas une célébration, car elle savait ce qui allait suivre. 2 jours plus tard, dans un hangar réaménagé pour le bilan d'après-action, elle se tenait sur une estrade pendant que Harlow énumérait ses accomplissements. Des mots comme conduite distinguée, brillance tactique, leadership indispensable emplissaient l'air. Mais ce fut le silence qui suivit qui frappa le plus fort. Puis les applaudissements. Pas le genre poli, le genre qui faisait trembler la poussière des chevrons. Harris la retrouva plus tard à l'extérieur, loin des discours et des médailles. « Vous l'avez fait ?» dit-elle. « Non, répondit Helena, nous l'avons fait, et ils l'ont vu. Enfin, vous pensez qu'ils s'en souviendront? Ils n'auront pas le choix. J'ai tout écrit. » Une pause. « Vous avez déjà pensé à partir ?» demanda Harris. Helena regarda vers la jungle, les casernes, la salle de guerre. « Chaque jour, dit-elle doucement. Mais ensuite, je me dis, si je pars, qui se battra pour la prochaine mois? » Des semaines passèrent. L'enquête fut classée, la procédure dissoute. Le capitaine Helena Moore devint le commandant Moore. Mais ce n'est pas le titre qui la changea. C'est l'écho qu'elle laissa derrière elle. De jeunes officiers sollicitaient ses conseils. Les commandants remodelaient leur protocole de leadership. Et plus important encore, aucune femme dans cette salle de guerre ne fut plus jamais traitée avec mépris, sans conséquence. Parce que quelqu'un avait déjà mené cette bataille, et l'avait gagnée, non pas avec le feu, mais avec clarté, courage et le refus de se taire. Et longtemps après que le dernier coup de feu eût été tiré, une ligne de son rapport de terrain final fut encadrée sur le mur à l'extérieur du quartier général. Il l'ignorait dans la salle de guerre
jusqu'à ce que son plan sauve le bataillon.